Bonjour à tous. Désolé effectivement de ne pas être avec vous à Saint-Étienne. J'aurais préféré être dans l'assemblée, pouvoir échanger en vous regardant, mais bon voilà, les circonstances ont fait que c'était malheureusement impossible. Mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir déjà partager. Je vais pouvoir partager avec vous des informations un petit peu sur des expériences de solutions fondées sur la nature appliquées aux risques liés à l'eau et principalement pour les milieux naturels de type rivière. En quelques secondes quand même qui nous sommes. Donc moi je suis Alexis Pasquet-Vanzac et je travaille donc pour l'association European Rivers Network France et qui est aussi appelée localement, notamment en Rhône-Alpes-Auvergne, SOS Loire Vivante. Voilà, on est une association militante de protection de l'environnement et on s'est battu dans les années 80-90 contre les grands barrages sur la Loire pour que la Loire reste un fleuve sauvage, comme on dit, le dernier fleuve sauvage d'Europe. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé historiquement depuis toujours pour essayer de promouvoir des solutions alternatives aux infrastructures grises, aux barrages, aux digues, et voir s'il n'y avait pas d'autres approches à développer, et notamment en s'inspirant de ce qui a pu se faire en Allemagne, en Suisse ou dans d'autres pays du monde. Donc j'interviendrai en 4 points en m'appuyant principalement sur des exemples assez parlants, assez concrets. Donc l'exemple de Brive-Charensac en Haute-Loire, qui est pas très loin de Saint-Étienne. L'exemple du CAVB à propos de la rivière La Bièvre dans l'Essonne en Île-de-France. Et puis je finirai en évoquant donc deux opérations assez massives, vous verrez, sur une échelle spatiale assez grande, donc menées par l'établissement public Loire sur tout le cours de la Loire et par le PTB Seine-Grand Lac. Mais avant, je voulais quand même, je veux bien slide suivante, Charlotte, revenir peut-être à la définition. Donc j'espère que c'est pas redondant par rapport à ce que vous avez pu dire ce matin, revenir simplement à la définition des solutions fondées sur la nature par l'UICN. Je ne vais pas m'étendre très très vite, mais les solutions fondées sur la nature, donc ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable ou et restaurer des écosystèmes qui peuvent être naturels ou modifiés pour répondre à des défis de société et pour conjointement assurer le bien-être humain et en produisant également des bénéfices pour la biodiversité. Donc vous voyez qu'à travers cette définition, on est déjà dans une dimension, on va dire, multifonctionnelle des solutions fondées sur la nature. Et je crois que l'originalité de ce concept, il est là, il est dans sa multifonctionnalité, c'est qu'il va rendre plusieurs services en même temps, dont des services écosystémiques, on y reviendra. Et je finis sur les définitions. Il y a 3 grands types d'actions qui ont été identifiées par l'UICN. Donc c'est la préservation des écosystèmes qui sont fonctionnels et en bon état. Donc là, ça c'est le B à bas, c'est on protège des écosystèmes qui sont de qualité. Voilà, donc c'est une approche, on va dire, de sanctuarisation qui peut passer par différents statuts protecteurs de zones qui sont écologiquement intéressantes et de qualité. Ensuite, ça peut être un autre type d'action, c'est l'amélioration de la gestion d'écosystèmes existants, notamment dans ces interactions avec les activités humaines. Et j'entendais une intervenante, je crois, juste avant, qui parlait des écosystèmes forestiers. Bon, typiquement, ce type d'action, ça peut être instaurer une gestion durable d'espaces forestiers. Voilà, pour qu'il puisse y avoir une activité sylvicole, mais qui soit respectueuse des milieux et qui permette à la forêt à la fois de se régénérer de manière durable, pour le coup, tout en permettant de maintenir des activités sylvicoles. Et troisième solution, et vous verrez que les exemples sur lesquels je m'appuierai, c'est une action de type restauration d'écosystèmes dégradés, où on va, il y a des puristes qui n'aiment pas ce mot, mais où on va faire des actions de renaturation, voire carrément recréer des milieux qui n'existaient pas. Voilà, ça peut être par exemple dans des friches urbaines où on y reviendra. En tout cas, c'est vraiment les 3 pans des solutions fondées sur la nature. Préservation, ça c'est le B à bas, c'est on protège déjà ce qui a un intérêt, on améliore par de bonnes pratiques pour certains milieux où on va pouvoir optimiser les services écosystémiques, ou bien on va restaurer, y compris par des travaux. Donc je vais avancer parce que sinon je vais pas tenir le timing. Donc deuxième slide suivante. Donc c'est un petit schéma que vous voyez qui a peut-être été projeté, donc où on voit une montagne, une rivière, etc., qui traduit un petit peu les différentes solutions sur la nature appliquées au milieu aquatique. Donc je passe, vous retrouverez ça dans l'excellent guide de l'UICN qui s'appelle les solutions fondées sur la nature pour les risques liés à l'eau en France. Donc
l'année dernière et que vous retrouverez en ligne, voilà, mais ça a peut-être déjà été évoqué. Donc je passe, mais vous voyez que ces solutions fondées sur l'eau qui peuvent être des réponses par rapport aux risques naturels. Donc ça a été évoqué par des intervenants précédents, je crois. Ça peut être de la replantation de haies pour réduire le ruissellement. Ça peut être introduire plus de nature en ville, désimperméabiliser les sols. Et puis sur la partie droite, dans le méandre de la rivière, justement, ça peut être des opérations de reméandrage de cours d'eau, d'effacement de seuil pour recréer une continuité écologique. Et puis ça peut être, et c'est ce dont je voulais vous parler, d'aménager ou recréer ou protéger des zones d'expansion des crues. Voilà, pour permettre tout simplement, dans des zones qui anciennement étaient inondables, aux rivières de déborder quand il y a des épisodes de crues. Slide suivante. Donc très rapidement les zones d'expansion des crues, mais je pense que vous savez déjà un petit peu ce que c'est. Donc on peut apparenter les zones d'expansion des crues à une solution fondée sur la nature. Donc c'est un espace naturel ou aménagé où des eaux de débordement vont pouvoir se répandre, se déverser en cas d'épisode de crue. Et donc ce sont des zones qui peuvent être plus ou moins naturelles, qui vont assurer un stockage transitoire de l'eau et puis qui vont retarder l'écoulement vers les zones aval, et notamment les zones à enjeu, comme on dit, où il pourra y avoir des zones d'habitation ou des zones d'activité économique. Et avec un de nos partenaires qui s'appelle Seine-Grand Lac, nous on préfère parler de ZNEC, zone naturelle d'expansion des crues. Et il y a une deuxième définition, slide suivante. Donc les ZEC, ça peut aussi être considéré comme un lieu privilégié où la crue d'un cours d'eau va pouvoir s'étendre sans faire aucun dégât, puisque ce sont des milieux qui par définition sont plutôt des zones humides ou des milieux naturels de type pâturage qui ne vont pas souffrir ne vont pas vraiment souffrir d'une inondation temporaire. Et donc c'est un moyen technique aussi, ça veut dire qu'on peut aider un petit peu la nature justement et aider le cours d'eau à déborder par des petits aménagements pour que ces zones puissent avoir une capacité de rétention maximale. Slide suivante. Donc voilà ce petit schéma très rapidement, mais je pense que vous comprenez simplement. Il y a le lit mineur, il y a le lit majeur. À gauche, donc c'est une rivière, on va dire en temps normal, qui méandre, etc. Mais vous voyez tout autour, il y a la floodplain, la zone d'expansion des crues naturelles, qui est finalement le lit majeur. Et finalement, si on a beaucoup de problèmes d'inondation et des dégâts qui surviennent en France, c'est aussi parce qu'on a construit dans les lits majeurs. Et il faut bien comprendre qu'un fleuve ou une rivière qui déborde plus ou moins régulièrement, c'est un phénomène qui est naturel et qui est normal. Et c'est souvent l'homme qui est venu finalement construire au mauvais endroit qui va s'exposer. Mais des crues, ça n'a rien d'anormal, bien au contraire, les milieux en ont souvent besoin. Slide suivante. Donc je passe très vite, mais voilà, ça a été fait en Allemagne, en Hollande, également en Suisse. Un des moyens de recréer assez facilement finalement une zone d'expansion des crues, ça va être de déplacer une digue. Et donc vous voyez à gauche, c'est une ancienne digue en Hollande le long du Rhin. Derrière cette digue, il n'y avait pas d'enjeu humain, c'était une zone naturelle où on va tout simplement, on revient un petit peu sur la logique du passé, et plutôt que de canaliser finalement l'eau en l'enfermant dans un espace étroit, au contraire, on va repousser les digues plus loin du lit de la rivière pour permettre au Rhin, là en l'occurrence, de déborder. C'est tout le plan qui est à droite où vous voyez toute une zone humide qui a été recréée qui va permettre justement en cas d'épisode de crue au Rhin de déborder, ce qui va permettre de lisser la crue. Slide suivante. Donc je vais vous parler maintenant de Brive-Charensac. Donc certains d'entre vous, des Stéphanois, doivent connaître. Ce n'est pas très loin de Saint-Étienne. Donc c'est une ville qui est située en Haute-Loire et qui a souffert dans 1980 d'une crue absolument monumentale. C'était, je crois que c'était une cinquantennale. La ville a été envahie, la digue qui était sur place justement n'a servi à rien puisque voilà, les protections de digues, ça peut être très dangereux dans le sens où on a une illusion de protection. Mais quand on a des phénomènes un petit peu extrêmes, et on l'a vu récemment encore dans les Alpes-Maritimes et dans une moindre mesure dans le Gard, quand on a des événements extrêmes, qu'est-ce qui se passe ? L'eau va passer par-dessus la digue et finalement va envahir toutes les maisons qui sont situées au
au-delà de ces ouvrages. C'est aussi ce qui s'est passé pendant la tempête Xynthia avec une illusion de protection. Donc les digues, c'est bien, c'est utile, mais ça peut être aussi contre-productif. Donc la crue de 1980 a véritablement traumatisé les habitants de Brive-Charensac, puisqu'il y a quand même eu 8 morts. C'était une crue extrêmement rapide. Personne ne s'attendait à un phénomène de cette ampleur. Slide suivante. Et donc la question que les gestionnaires, les élus, l'État à l'époque, suite à ce drame, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'il faut construire des digues toujours plus hautes? Mais qu'est-ce qu'il arrivera quand il y aura une crue centenale de la Loire ou justement un phénomène cévenol avec des pluviométries délirantes? Est-ce que la digue suffira? Est-ce qu'il faut construire des barrages en amont? Donc il y a eu tout un dialogue, on va dire citoyen, il y a eu des polémiques. Certains s'en souviennent peut-être, avec donc le projet de création du barrage de Serre de la Fare, un autre barrage dans l'Allier, pour essayer de réguler le cours de la Loire et aussi de l'Allier, pour essayer de protéger finalement tout le bassin de la Loire et éviter de tels drames. Slide suivante. Finalement, le choix qui a été fait et qui était finalement assez novateur à l'époque, ça a été de dire non, on ne va pas faire ces barrages, c'est plus une solution adaptée à notre époque. Ça risque d'artificialiser la Loire. On va essayer d'inventer collectivement d'autres solutions. Et pour le cas spécifique de Brive-Charensac, il y a eu un choix donc qui était assez courageux à l'époque, de permettre à la Loire de retrouver un espace de liberté, puisque à Brive-Charensac, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une sorte de goulot d'étranglement. Et donc, slide suivante, Charlotte, s'il vous plaît. Donc les aménagements de Brive-Charensac, donc qui ont été très très lourds, ça a coûté beaucoup d'argent, c'était quand même beaucoup de génie civil. C'est pour ça que c'est un cas, je le redirais, qui doit pas forcément inspirer, parce qu'il est un petit peu atypique et surtout il a eu recours à des gros aménagements. En tout cas, le fait est que cette recréation de zones inondables dans Brive-Charensac, il faut bien comprendre que c'est dans la ville, un petit peu en amont aussi, mais c'est vraiment au cœur de la ville. C'est plus de 20 hectares qui ont été réaménagés. Il y a 3 usines, 2 minoteries et une usine textile qui ont été expropriées, déplacées. Il y a eu des dizaines de maisons aussi, de bâtis qui ont été, pareil, évacuées de la zone qui devait permettre à la Loire de déborder. C'est un petit peu moins naturel, on va dire. Le lit du fleuve a été creusé, donc ça aujourd'hui on le ferait plus, mais donc ça a été quand même un travail très important avec plus de 250 000 mètres cubes de matériaux qui ont été extraits. Et donc il y a eu ces espaces d'expansion des crues qui ont été recréés, donc de manière quand même assez artificielle, il faut l'admettre, en rabaissant les terrains et puis en faisant aussi un déboisement sélectif. Plus tard, dans les années, fin des années 90, il y a 2 passages qui ont été créés sous le pont de la route nationale 88, parce que il y avait là aussi un engorgement. Ça veut dire que la Loire, quand elle déborde, quand elle est en crue, qu'elle transporte des troncs d'arbres, etc., ça faisait des embâcles parce qu'il y avait un resserrement au niveau du pont. Et puis autres techniques qui ont continué, autres travaux qui ont continué, la stabilisation des berges avec des techniques de génie végétal. Et l'ensemble a permis donc de créer un espace ouvert qui a une physiologie très naturelle en plein cœur de ville, avec donc des parcs aussi, des zones qui ont été aménagées pour le bien-être des habitants. Et la preuve que les opérations et les aménagements de Brive-Charensac ont fonctionné, c'est qu'il y a eu 2 crues relativement importantes après les travaux, en 1997 et en 2008, et ça a tenu. L'ancienne digue qui a été un petit peu rehaussée a tenu, et surtout ça a permis donc de lisser les crues de la Loire. Et aujourd'hui, on peut dire que ces aménagements, malgré des polémiques, malgré des fortes controverses au moment des débats, elles font consensus. Et oui, je l'ai peut-être pas dit, tout ça, ça a été permis dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, qui a permis d'amener les financements, les cofinancements, l'État, et de privilégier une autre approche avec beaucoup de concertation, beaucoup d'échanges, et y compris une écoute des acteurs associatifs, des associations de protection de l'environnement comme SOS Loire Vivante, et bien d'autres qui ont permis de privilégier ces solutions. Slide suivante. Et donc vous voyez un petit peu la physionomie, à quoi ressemble Brive-Charensac aujourd'hui.
en sachant qu'il y a quand même eu quelques concessions, mais qu'il fallait, je pense, lâcher, on va dire, en tant qu'association de protection de l'environnement, c'était de créer des petits seuils, en gros des mini-barrages qui permettaient de rehausser le niveau de la Loire en été et de maintenir une surface d'eau. Voilà. Donc ça a été un petit peu une concession, on va dire presque culturelle, qui n'enlève en rien le caractère efficace et efficient de ces zones d'expansion des crues et de ce lit qui a été élargi et qui fait l'objet, je le précise, d'une gestion très écologique, on va dire, et très douce. Voilà. Donc ce sont des milieux naturels intéressants en plein cœur de la ville. Slide suivante. Ah oui, attendez. Oui, je vais juste chercher slide suivante, donc l'exemple des travaux du CAVB. Je finis juste quand même sur Brive-Charensac en disant que ces travaux, cette création d'une zone d'expansion des crues a aussi permis de réconcilier la ville avec la Loire, puisque si vous regardez un petit peu la physiologie de la ville, on peut dire que suite à la crue, voilà, il y avait une méfiance, et on comprend pourquoi, 8 morts, c'est quand même un vrai drame. Et puis, il y avait donc une méfiance assez naturelle des habitants. Le fait de recréer ces espaces ouverts, avec un accès plus simple, plus propice à la Loire, avec de la verdure, a permis de réconcilier en partie les Brivois avec la Loire. Et aujourd'hui, on peut dire que les habitants de Brive-Charensac vivent mieux avec la Loire, sans oublier bien sûr tous les dispositifs qui ont été mis en place d'alerte, etc., qui font qu'aujourd'hui le risque est notoirement réduit, et quand il y a des épisodes de pluie et de risque d'inondation, toute la population est alertée. Voilà, donc le risque zéro n'existe pas, mais il est quand même amoindri à Brive-Charensac, et ça a été une belle expérience que ces travaux, voilà, qui, je le répète, ont quand même coûté vraiment des millions d'euros et ne sont pas transposables ailleurs. Je pense que c'est une époque, en réaction au drame, il fallait marquer le coup. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre exemple, qui est celui de la Bièvre, donc qui est une rivière, on va dire urbaine, surtout dans la partie finale de son cours, puisque c'était la seule rivière qui se jetait dans Paris, et un exemple de solution fondée sur la nature, qui est revendiquée comme telle, parce que l'époque a changé. Brive-Charensac, à l'époque, on parlait pas de solution fondée sur la nature. Par contre, on parlait de recréer un espace de liberté au fleuve. Les travaux menés sur la Bièvre par le CAVB, donc le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Bièvre, ont revendiqué dès le départ cette approche finalement multifonctionnelle de recréer des zones humides en répondant à un défi pour limiter le risque inondation, tout en recréant de la biodiversité. Donc le guide dont je vous parlais, là vous voyez dans la slide, la première de couve à gauche, donc les travaux menés par le CAVB ont fait l'objet d'une fiche par l'UICN, donc vous pourrez retrouver des informations un petit peu détaillées. Slide suivante. Donc il faut savoir que ce territoire qui est situé dans l'Essonne, le territoire du CAVB, a fait l'objet de plusieurs inondations qui ont fait des dommages, donc en 1973, en 1982 notamment. Slide suivante. Face à ces inondations, il y a eu un choix technique qui aujourd'hui peut paraître un petit peu surprenant. Ça a été, pour retenir l'eau, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des bassins et des plans d'eau permanents qui vont retenir l'eau. Et vous voyez les exemples là, des quatre ouvrages qui existaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc bassin, débatterie, etc. Donc il y a un côté bucolique, mais il faut savoir que ce sont des plans d'eau complètement artificiels, avec une eau stagnante, avec bien sûr des seuils, des mini-barrages qui empêchent la circulation des poissons, donc qui remettent en cause la continuité écologique. Et en plus, ce sont des eaux stagnantes avec des phénomènes de concentration de pollution, l'eau n'est pas assez oxygénée, etc. Voilà. Donc à part le côté paysager qui peut être sympathique à certains, d'un point de vue écologique, ça n'avait pas d'intérêt. Mais plus grave, ça ne remplissait que moyennement son office de réduire le risque d'inondation. Slide suivante. Donc je ne vais pas détailler, mais vous voyez que l'ancien système qui s'appuyait sur la pseudo-capacité de rétention d'eau de ces plans d'eau était un système très très complexe avec de la télégestion, donc avec aussi des fragilités pour l'ouverture des vannes, etc. Beaucoup de maintenance, un coût financier de maintenance, beaucoup de
personnel, beaucoup de contrôle, et finalement c'était une solution qui était insatisfaisante. Slide suivante. Et donc tout simplement, et là il n'y a pas besoin d'être ingénieur, hydraulicien pour comprendre, vous voyez dans le petit visuel à gauche, alors tout ça, ça vient du CAVB, hein, j'ai rien inventé, c'est Hervé Cardinal là, qui est le directeur du CAVB, qui a fait un travail remarquable et qui s'est vraiment approprié cette démarche. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un petit peu figure d'exemple, parce que je leur dirais, ça a coûté très peu cher et ça a été pour le coup beaucoup de co-bénéfices. Donc si vous voyez le petit visuel à gauche, vous voyez la petite barre rouge, finalement, c'était l'ancien plan d'eau permanent. Le problème, c'est que l'eau était remplie jusqu'au niveau du petit seuil rouge, et donc quand il y avait un risque d'inondation, finalement, le marnage disponible, comme on dit, c'était que la partie supérieure. Donc ce qu'a fait le CAVB, c'est sur 4 grands plans d'eau, ils ont supprimé l'ancien seuil, et ça a permis c'est le petit schéma qui est à droite, ça a permis d'avoir une capacité d'eau beaucoup plus, une capacité de rétention d'eau beaucoup plus forte. Voilà, donc là c'est des sauts, et c'est comme un enfant qui joue à la plage, tout le monde est capable de comprendre ça. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il faut savoir que c'était quand même assez difficile de faire comprendre cette logique-là. Slide suivante. Donc là, vous voyez visuellement comment ça a pu se traduire, les travaux. Donc à gauche, voilà, toujours le grand seuil avec une capacité de faire monter le seuil pour garder un maximum d'eau. Et puis donc le petit seuil rouge qui a disparu. Du coup, le plan d'eau s'est effacé. On a laissé l'eau s'évacuer. Et sur le petit schéma de droite, vous voyez qu'il y a toute cette zone finalement qui s'est renaturée, à la fois avec l'aide de l'homme, mais aussi tout simplement par la capacité de résilience de la nature. Donc il y a aussi eu un travail qui a été fait de reméandrage du cours d'eau, puisque le cours d'eau, il n'existait plus, il n'était plus matérialisé, puisque c'était un plan d'eau, une masse d'eau énorme. Donc il a fallu retravailler, bien sûr avec des techniques d'ingénierie assez subtiles, pour essayer de recréer un cours d'eau le plus naturel possible. Voilà, donc vous comprenez aussi que ce sont des travaux quand même artificiels. Là, pour le coup, l'homme est beaucoup intervenu pour faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le premier travail de génie civil a été élaboré, la nature a repris ses droits très très vite, et finalement, ça, c'est une des choses que vous pouvez retenir, qui a peut-être été dite ce matin, c'est l'homme va amorcer ou redonner aux écosystèmes leur capacité de régulation, de reconstitution de leurs services écosystémiques, et après la nature, elle va faire le boulot toute seule, ça va se faire tout seul. Le reméandrage, il se refait tout seul, et s'il a mal été dessiné, finalement, le cours d'eau, il va prendre son propre chemin, il va recréer son propre chemin. Et donc finalement, ces travaux du CAVB sur les 4 plans d'eau, c'est le plan d'eau, les plans d'eau ont été supprimés, par contre, le CAVB, bien sûr, va garder un système de régulation quand même, hein, évidemment, pour se protéger des crues. Et ces opérations, globalement, ont augmenté les capacités de rétention d'eau d'à peu près 1/3. Voilà. Et en plus, bien sûr, cerise sur le gâteau, mais c'était déjà inhérent au projet, ça a permis de rétablir les continuités écologiques, d'avoir de vrais gains pour la biodiversité. Slide suivante. Et donc là, je passe très très vite, mais en gros, vous voyez pendant l'épisode de la crue de 2016, qui a été très très violente en Île-de-France et aussi en région centre, dans le Loiret, ça a permis de retarder le pic de la crue, et ça a permis de lisser la crue de la Bièvre grâce à cette capacité supplémentaire qui a permis l'effacement des plans d'eau. Slide suivante. Donc là, vous voyez un petit peu visuellement à quoi ont pu ressembler ces travaux. Donc à gauche, en 2014, c'était le plan d'eau de Villegénis-Saval. Donc vous voyez, c'était un étang, une sorte d'étang complètement artificiel, plutôt sympathique visuellement, mais qui n'avait finalement pas un très grand intérêt écologique. Donc le seuil a été supprimé, c'est devenu finalement une sorte de prairie, de zone humide. Mais 2015, vous voyez que quelques mois après les travaux, tout de suite la nature a vite repris ses droits, et à peu près 2 ans plus tard, on peut le voir sur la photo qui est en bas à droite, on est vraiment dans une vraie zone humide qualitative qui représente un vrai intérêt écologique,
qui remplissent ces fonctions aussi de filtration d'eau, etc. Et avec toujours, je le répète, donc c'est co-bénéfice, c'est vraiment un mot qu'il faut retenir pour les solutions fondées sur la nature. C'est si les aménagements ont été bien faits, ça va engendrer des bénéfices dans différents domaines. Donc vraiment, les milieux se sont reconstitués très très rapidement. Ils ont même été surpris de la rapidité avec laquelle la nature finalement, qui est résiliente, a repris ses droits. Slide suivante. Voilà, donc je le disais rapidement, il y a eu des gains qui ont été immédiatement perçus en termes de biodiversité avec la réapparition des espèces qui ont pu recoloniser ces milieux, donc à la fois des amphibiens, des orthoptères, des mammifères, etc., des reptiles, ce qui fait que ces zones-là maintenant sont un vrai petit spot de biodiversité en milieu urbain. Si vous voyez la photo, vous voyez qu'il y a des maisons. Ces zones-là sont quand même encadrées par des zones assez urbanisées. Slide suivante. Et on peut dire que donc les opérations de la Bièvre ont vraiment été une opération de renaturation. Je sais que le mot, certains n'aiment pas ce mot, mais c'est un petit peu le mot en vigueur. Ça a été vraiment globalement réussi. Slide suivante. Donc suppression vous voyez donc suppression du plan d'eau permanent de Villejuigny-Samon. Et vous voyez justement le travail qui a été fait de reméandrage avec la photo qui est en haut à droite et ce que ça a pu donner la photo en bas de juillet 2007 où on se retrouve quand même dans un espace, pour le coup, un vrai espace de nature, même si on est en zone urbaine. Slide suivante. Et donc quelques chiffres quand même, l'ensemble de ces travaux donc, ont permis de recréer 5 hectares de zones humides en tout, et le volume gagné, le volume de capacité de stockage d'eau gagné en supprimant ces plans d'eau et en recréant ces zones humides avec une grosse capacité de retenir l'eau, c'est 88 000 mètres cubes. Voilà. Et donc double gain, gain en termes de prévention du risque inondation et de gestion des eaux en cas d'épisode inondation, et gain pour les milieux naturels avec également, je ne l'ai pas précisé, plus d'un kilomètre, 1160 mètres de linéaire de rivière reconstituée. Voilà, la Bièvre redevient une vraie rivière, ce qu'elle n'était pas vraiment avant quand il y avait cette succession de bassins. Slide suivante. Peut-être préciser quand même que ça n'a pas été évident pour les riverains. Il y a eu des résistances des habitants limitrophes de là. Et je vois que le temps passe, je vais accélérer et j'arrive bientôt à la fin. Donc il y a quand même eu des réticences des habitants qui étaient habitués à leur plan d'eau, où ils venaient donner à manger aux canards, il y avait parfois des pêcheurs, etc. Donc ça a été un petit peu un choc culturel, mais il y a eu un gros travail de concertation qui a été fait avec les habitants. On leur a expliqué, le CAVB a expliqué le pourquoi du comment, pourquoi il fallait faire ça, pourquoi il y avait des financements aussi, restauration de la continuité écologique, et surtout en quoi ça allait permettre de limiter le risque inondation. Et sur ce, la crue de 2016 est arrivée. Ce secteur-là a pu absorber justement la crue de la Bièvre. La Bièvre n'a pas débordé, il n'y a eu quasiment aucun dégât. Et là, finalement, ça a réglé le problème. Les riverains ont dit, OK, bon, vos aménagements, c'est pas mal. Et donc maintenant, il y a une appropriation des habitants qui comprennent et redécouvrent une nature différente, plus sauvage, tout simplement. Et donc maintenant, ça fait plus polémique, là aussi, ça fait consensus. Et je vais finir, donc, slide suivante, avec 2 exemples, mais je pense que je ne vais pas m'étendre parce que je pense que vous avez pris du retard, donc on ne pourra pas forcément trop entrer dans les détails. Mais je voulais quand même évoquer avec vous 2 exemples avec une approche plus massive, on va dire, de création de ces zones d'expansion des crues. C'est une expérience qui est menée par l'établissement public Loire sur l'ensemble du bassin, avec tout un travail qui a été fait, une analyse exploratoire pour essayer d'identifier sur tout le bassin de la Loire et les cours d'eau et ces grands affluents, quelles pouvaient être des zones propices qui auraient cette capacité de laisser les cours d'eau déborder, donc en identifiant les zones à activité, les zones agricoles et les zones tout simplement qui ont des capacités volumiques, comme on dit. Slide suivante. Et donc l'EP Loire a identifié, a fait 24 zooms territorialisés, c'est-à-dire il y a 24 zones où ils ont su, tout simplement par le travail du bureau d'études, que c'était des zones plutôt propices à la création éventuelle de zones d'expansion de crues.
Et au-delà de ces 24 territoires, il y a donc 3 déclinaisons opérationnelles. Et je vous demande de passer à la slide suivante. Donc oui, je précise, donc ce travail a permis d'identifier 6300 actes. Donc ça peut être des actes de toute petite taille, peut-être peut-être pas des mètres carrés, mais voilà, c'est vraiment très variable. Et donc voilà les 3 déclinaisons opérationnelles, donc avec vraiment des territoires où ils vont aller plus loin. Le Péloir va aller plus loin avec les acteurs pour essayer d'identifier comment on crée collectivement des zones d'expansion de crues, quel modèle économique on va inventer avec les territoires, avec les agriculteurs. L'intervenante précédente parlait de services écosystémiques et parlait de PSE. Bon, ça peut être typiquement une piste. Est-ce qu'on met en place des paiements pour services environnementaux pour des agriculteurs, par exemple des éleveurs, qui accepteraient que les pâturages en bordure de rivière puissent être inondés de temps en temps quand il y a des risques pour des zones urbaines. Et donc l'établissement public Loire donc, a identifié 3 grandes zones, comme vous le voyez, sur le Loire, qui est un affluent de la Loire, la Lièvre et l'Oron, et puis le Val d'Allier. Voilà, donc il y a aussi eu cette volonté de l'EPLoire de choisir des zones assez différentes culturellement, au niveau des paysages, au niveau de l'hydrographie, pour en retirer le maximum d'informations. Donc ce travail, il est toujours en cours, il débute, on va dire, et enfin en tout cas il est en phase d'amorçage, donc c'est vraiment une expérience à suivre, parce que là on change d'échelle, on intervient quasiment à l'échelle de tout un bassin, et donc ce qui sortira de l'expérience menée par le Péloir sera aussi riche d'enseignements pour les autres acteurs de l'eau et les autres acteurs gémapiens. Slide suivante. Et je finis, et j'espère que je suis quand même dans les temps, qu'on n'a pas trop débordé. Donc c'est le PTB Seine Grand Lac qui fait un travail un petit peu comparable, même si c'est une démarche distincte de l'EPLoire, et qui va intervenir. Donc le PTB Seine Grand Lac a la gestion de la Seine et des grands réservoirs, des grands lacs de Seine, qui permettent de réguler le cours de la Seine, à la fois pour le soutien à l'étiage en été, et puis également pour réguler le risque inondation. Et vous vous rappelez peut-être qu'en 2018, il y a eu un épisode de crue assez importante de la Seine, et Seine-Grand-Lac a pu justement retenir un maximum d'eau et éviter de plus grosses catastrophes, on va dire, puisque les dégâts en 2018 ont finalement été modérés. Et donc, je finis là-dessus. Seine-Grand-Lac travaille actuellement avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec l'État, avec des territoires pilotes que vous voyez, donc il y en a 5, sur les différents affluents de la Seine. Donc il y a Lyon, il y a le Loing, il y a la Marne, et puis il y a la Seine dans le Châtillonnais, pour justement, pareil, même dynamique, on travaille avec les acteurs locaux, avec le monde agricole, avec les collectivités locales impliquées, pour essayer de voir comment, à quelles conditions, avec quels outils et quelles compensations on pourrait mettre en place pour recréer ces zones d'expansion de crues qui pourraient être activées en cas de risque, en sachant que les risques, ce sont pour des grosses métropoles, à la fois bien sûr l'agglomération parisienne, avec, vous l'imaginez, s'il y avait une crue centenale, des milliards de dégâts que ça pourrait engendrer, mais pas que, il y a aussi plein d'autres agglomérations et zones en jeu. Je pense à l'agglomération troyenne, donc il y a des énormes enjeux financiers de protection, et donc l'idée, je m'étendrai pas plus, c'est comment on travaille avec ces territoires, ces territoires amont de Paris, en bonne intelligence, pour essayer de co-construire avec eux de nouveaux modèles de gestion de l'espace, pour que la création de ces zones d'expansion des crues et de ces zones naturelles, ces ZNEC, puisse être aussi, on va dire, un gain et puisse apporter quelque chose pour les territoires amont, que ce ne soit pas seulement des contraintes, mais que ça puisse aussi être une chance de développement. Et je finirai juste par l'exemple du Châtillonnais. Vous voyez, donc c'est le gros territoire rose en bas, qui est situé principalement en Côte d'Or, mais il y a une petite partie dans l'Aube. Et donc le Châtillonnais, c'est un EPAGE qui s'appelle Sequana, a fait le pari de se saisir de cette opportunité de créer des ZEC pour en faire une opportunité de développement agricole. Et donc il y a tout un travail qui est mené avec les acteurs agricoles et collectivités autour d'un programme qui s'appelle Eau et agriculture durable en Châtillonnais, pour essayer d'inventer des modèles agricoles qui puissent être résilients et qui puissent être
compatible avec cet objectif de créer des zones inondables qu'on pourrait laisser être inondées et qui puissent être compatibles avec des activités agricoles qui seraient en capacité d'absorber ce choc, avec la volonté de recréer une dynamique économique, de l'emploi, de l'activité, y compris des filières voilà, qui pourraient éventuellement approvisionner les grands centres urbains environnants. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, juste pour dire qu'il faut être très très modeste, très humble par rapport à ces solutions. Je finirai là-dessus. On a vu ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes. On aura de plus en plus de phénomènes extrêmes. Il faut comprendre que les solutions fondées sur la nature sont une partie des réponses possibles. Et personnellement, et nos associations, nous on les porte, on les défend. Mais ça ne doit pas être non plus, ça doit pas être exclusif. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre les dangers pour les vies humaines ou les enjeux économiques ou les zones à protéger. On ne peut pas non plus ne faire que ça. Donc ça, l'important, c'est de trouver un bon équilibre entre des solutions hydrauliques, on va dire grises. Il faut garder des digues. Il y a des endroits où ce sera justifié. Mais il faut aussi multiplier les solutions fondées sur la nature qui peuvent être vraiment un appui important sur cet enjeu inondation, mais pas seulement, aussi en termes de biodiversité. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je finirai peut-être juste en précisant que si le sujet vous intéresse, on organise le 26 octobre, donc lundi prochain, à Paris, avec le ministère de la Transition écologique, un événement qui s'appelle Stress climatique, la nature au secours des milieux aquatiques. Et donc, voilà, je vous invite, si l'événement vous intéresse, vous pourrez le suivre à distance, en distanciel. Et donc, il suffit d'écrire dans un moteur de recherche stress climatique 26 octobre et vous trouverez le moyen de vous inscrire si cela vous intéresse. Écoutez, bon courage à tous. Merci de votre attention et puis bonne fin de rencontre alors. Merci beaucoup Alexis. Au revoir. Je rajouterai que donc, pour les personnes intéressées, ces types d'actions rentrent aussi dans un autre cycle qui est les MNRE, mesures naturelles de rétention d'eau. C'est peut-être un sigle qui vous parle. Il y a eu une journée technique du organisée par le ministère de l'écologie il y a quelques mois. On était quelques-uns à s'y retrouver. Martin, tu étais là, Charlotte aussi. Et il y a un site internet, parce qu'il y a eu un programme live qui a été mené sur ces mesures naturelles de rétention d'eau. Et on trouve beaucoup de ressources en ligne sur le site internet. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller consulter et voir l'ensemble des actions, des réalisations qui ont été menées.